Retraitée depuis 18 mois, elle cherchait juste un café tranquille pour envoyer un email. C'est alors que trois inconnus ont commis l'erreur de choisir la mauvaise table. En trois gestes silencieux, tout était terminé. Les témoins ont retenu leur souffle. Le sergent de police a froncé les sourcils. Et un vieil homme aux cheveux blancs a murmuré quelque chose qui allait changer sa vie à elle pour de bon. Ce qu'il lui a demandé ensuite ne figurait dans aucune fiche de mission. Ça venait de beaucoup plus loin que ça. Accrochez-vous, la suite risque de déranger. Abonnez-vous maintenant, activez les notifications et lâchez en commentaire d'où vous suivez la vidéo. Le café sentait le café. C'était déjà quelque chose. Dana Reeves avait appris, au cours des 18 mois qui avaient suivi sa mise en retraite, à se féliciter des petites constances. L'odeur du café fraîchement torréfié, la tiédeur d'un mug entre les paumes, la lumière d'octobre qui entrait en biais par les hautes fenêtres industrielles de l'Ironworks et dessinait sur le plancher des rectangles d'or pâle. Des certitudes modestes, des preuves que le monde continuait de tourner sur son axe, indifférent et rassurant. Elle avait choisi la même table qu'à l'accoutumée, dos au mur, face à la salle, angle de vision maximal sur les deux entrées entre deux. Et la rue. Vieilles habitudes. Elle ne s'en excusait plus. Son ordinateur était ouvert depuis 21 minutes. L'email, lui, n'avait pas avancé d'une ligne. Objet, candidature au poste de consultante, sécurité civile et gestion de crise. Le curseur clignotait après « Madame, Monsieur », avec la patience indifférente des machines. Dana porta sa tasse à ses lèvres, la reposa, relut les deux mots pour la 4e fois. Elle avait rédigé des rapports de mission sous les mortiers, coordonné des évacuations dans des conditions que les manuels ne prévoyaient pas, briefé des officiers généraux sans sourciller. Écrire une lettre de motivation lui donnait envie de fuir. C'était ça, la vie civile, une suite de formulaires à remplir pour prouver qu'on existait. Elle avait mal dormi, comme chaque nuit, ou presque. Non pas à cause de cauchemars, contrairement à ce que les brochures du service médical de la Navy semblaient anticiper avec leur bienveillance un peu condescendante. Non, c'était plutôt le silence qui la réveillait. Le silence complet, sans rotation de garde, sans bruit de radio basse fréquence dans une pièce voisine, sans la conscience diffuse que quelqu'un quelque part veillait. Elle se retrouvait assise au bord de son lit à 3 heures du matin, parfaitement éveillée, parfaitement inutile, à écouter Portland respirer derrière ses doubles vitrages. 47 ans, 22 ans de service. Un appartement au 3e étage de Burnside Street avec une vue correcte sur les toits et un chat qu'elle n'avait pas encore, mais auquel elle pensait de plus en plus sérieusement. Le curseur clignotait toujours. Ce fut le bruit de la porte, pas son ouverture, mais la façon dont elle fut ouverte, qui fit lever les yeux à Dana. Trop contrôlée, 3 personnes entrèrent à intervalles faussement décalés, 2 hommes et une femme, la vingtaine usée, des vêtements ordinaires portés avec l'application de quelqu'un qui a choisi ses vêtements ordinaires. Le premier alla directement au comptoir, commander quelque chose qu'il ne boirait pas. Le second s'installa à une table avec un téléphone. La femme resta debout près de la porte, les yeux sur la salle, son propre téléphone à la main, dans un geste qui se voulait naturel et ne l'était pas. Dana reprit son café. Elle avait identifié la cible 30 secondes plus tard. Un vieil homme assis 2 tables sur sa gauche, seul, les mains autour d'un bol de chocolat chaud, qui lisait un journal papier avec la concentration tranquille de quelqu'un qui a tout son temps. Veste en tweed, cheveux blancs bien coiffés, une élégance désuète et sincère. Son manteau était posé sur le dossier de sa chaise. La poche extérieure gauche bombait légèrement, un portefeuille d'épais ou une habitude d'un autre âge. Le scénario était d'une banalité presque offensante. La femme créerait une diversion. L'un des hommes passerait, l'autre surveillerait les issues. 3 minutes, sans doute moins. Dana ferma son ordinateur. Elle attendit le moment, pas par indécision, mais par économie. Agir trop tôt, c'est autant une erreur qu'agir trop tard. Elle vit la femme renverser son verre d'eau avec une maladresse de comédienne de 3e plan, vit le vieil homme tourner la tête par réflexe de politesse, vit la main du premier homme amorcer son mouvement vers le manteau. Ce qui se passa ensuite fut bref et presque silencieux. Dana se leva, fit 3 pas, intercepta le poignet au vol avec une précision qui n'avait rien de spectaculaire. Juste une prise ferme, sans brutalité inutile. Le jeune homme eut un hoquet de surprise. Elle dit, très bas, en le regardant dans les yeux, « Ah non, 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 rien d'autre, le mot suffit. » Il y avait quelque chose dans sa voix, pas de la menace, quelque chose de plus ancien que la menace, qui régla l'affaire. Les 2 complices s'éclipsèrent avant même que les autres clients aient levé la tête de leur tasse. Elle relâcha le poignet. Le jeune homme recula, pâlit,
sortit. Le vieil homme au chocolat chaud la regardait avec un mélange de stupéfaction et de courtoisie déconcertée, comme si on venait de lui expliquer un tour de magie sans lui laisser le temps de l'apprécier. La police arriva 10 minutes plus tard, le temps que quelqu'un ait pensé à appeler. Le sergent Holt, un homme carré aux manières expéditives, prit sa déposition avec l'efficacité résignée de quelqu'un qui remplit des formulaires depuis trop longtemps. Dana répondit à ses questions avec précision et concision. Elle avait l'habitude des rapports. C'est en raccompagnant le vieil homme à sa table, il avait les jambes un peu lentes et la secousse l'avait visiblement ébranlé davantage qu'il ne voulait l'admettre, qu'il lui tendit la main avec une gravité charmante. « Henri Vasseur, dit-il dans un anglais teinté d'un accent français que les années n'avaient pas effacé. Je vous dois bien plus qu'un remerciement, madame. » Il avait les yeux clairs d'un bleu presque délavé et quelque chose dans son regard, une douceur qui avait traversé de l'adversité sans s'y durcir, retint l'attention de Dana une seconde de plus qu'elle ne l'avait prévu. « Dana Reeves, dit-elle, ce n'était pas grand-chose. » Il sourit un peu triste, un peu ailleurs. « Pour vous, peut-être. » Il avait insisté avec la politesse tenace des gens bien élevés qui savent exactement ce qu'ils font. Le soir même, avant de quitter l'Iron Works, Henri Vasseur avait glissé sa carte dans la main de Dana avec un geste si naturel qu'elle n'avait pas eu le réflexe de refuser. Une carte de visite ancienne, au carton épais, légèrement jaunie au coin, le genre qu'on ne fait plus imprimer nulle part. Henri Vasseur, Antiquités et objets d'art, avec une adresse rue du Bac à Paris soigneusement barrée d'un trait d'encre bleue et en dessous un numéro de téléphone américain écrit à la main. Elle l'avait rangé dans sa poche sans y penser davantage. Il avait appelé le lendemain matin à 9 heures précises. « Je voudrais vous inviter à déjeuner, madame Reeves. C'est la moindre des choses. » Elle avait dit non avec la courtoisie ferme qu'elle réservait aux situations sans ambiguïté. Elle n'avait pas besoin de remerciements. Ce qu'elle avait fait à l'Iron Works ne méritait pas de cérémonie. C'était un réflexe, pas un sacrifice. Il y avait eu un silence bref, puis « Je comprends tout à fait. » Une pause. « Je réessayerai demain, si vous le permettez. » Elle avait raccroché en souriant malgré elle. Il avait rappelé le lendemain. Et le surlendemain. Pas avec insistance, avec constance, ce qui est différent. Le 4e jour, elle avait accepté, moins par politesse que par curiosité, envers quelqu'un qui savait distinguer les deux. Il avait choisi un petit restaurant français du côté de NWB 21e Avenue, le genre d'endroit avec des nappes blanches et une ardoise manuscrite où le patron connaissait ses habitués par leurs prénoms et leurs plats favoris. Henri était accueilli avec la chaleur discrète réservée aux clients de longue date. Il avait commandé pour eux deux avec une aisance tranquille, après lui avoir demandé ses préférences avec une attention sincère. Dana, qui mangeait d'habitude debout au-dessus de son évier ou commandait quelque chose de quelconque sur une application, se retrouva assise face à une soupe à l'oignon gratinée avec le sentiment légèrement déconcertant d'avoir été prise en charge. Ce fut lui qui parla en premier, sans préambule inutile. Il avait tenu une boutique d'antiquités rue du Bac pendant 30 ans. Pas une grande maison, rien de spectaculaire, des meubles du XVIIIe, quelques tableaux, des objets de curiosité que d'autres auraient en jeté et qu'il savait reconnaître. Il avait aimé ce travail avec la passion tranquille des gens qui ont eu la chance de trouver leur vocation sans l'avoir cherchée. Sa femme Madeleine tenait la comptabilité et recevait les clients. Et c'était elle, disait-il avec un sourire qui regardait loin derrière Dana, qui donnait à la boutique son âme véritable. Lui savait dater un secrétaire Louis XV. Elle savait pourquoi les gens y tenaient vente. Madeleine était morte il y a 4 ans. Cancer rapide, impitoyable. Il avait fermé la boutique 6 mois après. Sa fille de Claire vivait à Portland depuis 10 ans, mariée à un Américain, 2 enfants que le grand-père voyait grandir avec un mélange de fierté et de mélancolie. Il avait suivi. Que faire d'autre ? Paris sans Madeleine, dit-il simplement. C'était un décor. Dana ne répondit rien. Elle reconnaissait ce type de phrase, celle qu'on a mise longtemps à formuler et qu'on prononce enfin à voix haute, non pas pour être plein, mais parce qu'elle est vraie et que la vérité mérite d'être dite. C'est alors qu'il sortit le portefeuille, pas pour le lui montrer en entier, juste pour en extraire avec un soin de chirurgien, une photographie glissée derrière un volet de cuir. Petit format, légèrement décoloré sur les bords, comme les photos des années 80 qui avaient voyagé dans trop de poches. Une femme souriait devant une devanture de boutique. Elle avait la cinquantaine, des cheveux bruns coupés courts, un tablier noué sur une robe sombre. Derrière elle, on devinait une vitrine où se reflétait le soleil de la rue. « Rue du Bac, dit Henri, un mardi de juin. »
Elle ne savait pas que je la photographiais. Dana tint la photo avec précaution, comme on tient quelque chose qu'on n'a pas le droit de tenir. Il parla alors du tableau, une toile de petite dimension signée d'un peintre dont personne aujourd'hui ne connaissait le nom, Édouard Farel, actif dans les années 30, mort obscurément pendant la guerre. Un portrait de famille commandé par les grands-parents d'Henri, peint dans leur appartement du Marais en 1937. 3 personnes assises autour d'une table, son grand-père, sa grand-mère et une petite fille de 8 ans dont il ne restait, après la guerre, aucun autre visage connu. Sa tante Élise, disparue en 1942, avec ses parents dans des circonstances qu'on n'avait jamais tout à fait voulu nommer à voix haute dans la famille. Le tableau avait été volé en 1994. Cambriolage de la boutique un dimanche soir. La police avait établi une liste de biens dérobés et classé l'affaire sans suite dans les délais habituels. Interpol avait été saisi. Rien n'avait jamais réapparu. « Ce n'est pas une œuvre de valeur, » dit Henri en reprenant doucement la photo des mains de Dana. « Aucun commissaire-priseur ne se déplacerait pour elle. Mais c'est le seul portrait qui reste de cette petite fille. » Il y eut un silence dans lequel le restaurant continua de vivre autour d'eux, indifférent. Dana regarda ses mains posées à plat sur la nappe blanche. Elle pensa, sans l'avoir décidé, à ce que c'était que de porter quelque chose qu'on ne pouvait déposer nulle part. Elle connaissait ça. Pas un tableau, autre chose, d'autres noms, d'autres absences, mais la même façon dont le poids s'installe entre les omoplates et ne vous quitte plus vraiment, même la nuit, même dans le silence d'un appartement de Portland où tout est calme et où rien ne manque sauf l'essentiel. Ils prirent un café, parlèrent d'autre chose, de Portland, de la pluie d'octobre, du journal papier qu'Henri refusait d'abandonner malgré les moqueries affectueuses de sa fille. Il avait une façon de poser des questions qui n'étaient même pas des questions, juste des ouvertures, et Dana se surprit à répondre un peu plus qu'elle ne l'avait prévu. En partant sur le trottoir mouillé, Henri boutonna son manteau avec ses gestes précis d'homme ordonné, puis leva les yeux vers elle avec cette expression qu'elle avait déjà remarquée. Pas de la malice, quelque chose de plus sérieux. « Vous savez, dit-il, j'ai pensé à vous depuis l'autre jour, à ce que vous avez fait, et surtout à la façon dont vous l'avez fait. » Il marqua une pause. « Si vous êtes aussi doué que je le crois, peut-être que vous pourriez m'aider à retrouver quelque chose de bien plus précieux qu'un portefeuille. » Il ne lui laissa pas le temps de répondre. Il inclina légèrement la tête comme on prend congé dans un monde qui sait encore le faire, et tourna les talons sur le trottoir luisant. Dana resta une seconde immobile sous la bruine, les mains dans les poches, la carte de visite entre les doigts sans l'avoir cherchée. Il avait rappelé 3 jours plus tard, un jeudi matin sous une pluie fine et résolue qui semblait avoir renoncé à toute ambition dramatique. Dana était à sa table habituelle de l'Ironworks. L'email de candidature était enfin envoyé. La veille, après une ultime relecture qui n'avait rien amélioré mais lui avait donné l'illusion du contrôle. Elle attendait une réponse qu'elle n'attendait pas vraiment. La voix d'Henri dans le téléphone était posée, précise, sans fioritures inutiles. « J'ai un dossier que j'aimerais vous montrer. » Pas au téléphone. Elle hésita. Pas longtemps, juste le temps d'identifier ce que cette hésitation recouvrait, qui n'était pas de la prudence mais de la curiosité mal déguisée en prudence. Elle connaissait la différence. « Demain après-midi, dit-elle. 2 heures. » L'appartement d'Henri se trouvait au 4e étage d'un immeuble ancien du quartier de Nob Hill, dans ce Portland résidentiel et silencieux où les maisons ont des porches et les rues des noms d'arbres. Dana sonna, attendit, entendit un pas mesuré derrière la porte. Ce qui la frappa en entrant ne fut pas le désordre, il n'y en avait pas, mais la densité. Chaque surface portait quelque chose, des livres aux tranches défraîchies, alignés avec soin, des cadres anciens, une pendule de voyage posée sur un guéridon, une gravure de Paris encadrée de noir au-dessus du canapé. L'appartement ne ressemblait pas à Portland. Il ressemblait à quelqu'un qui avait emporté un endroit avec lui dans ses valises et l'avait reconstitué pièce par pièce avec la patience méticuleuse du deuil. Henri avait préparé du thé. Sur la table basse, un dossier cartonné beige attendait, fermé, avec l'air tranquillement important des choses qu'on a longtemps préparées. Il l'ouvrit sans préambule. À l'intérieur, des photocopies de documents notariaux, une fiche de déclaration de vol signée en 1994, 2 photographies en noir et blanc du tableau, frontale et 3/4, prises à une époque où la boutique existait encore. La toile mesurait 50 cm sur 60. On y voyait 3 personnages assis autour d'une table couverte d'une nappe à carreaux rouges, dans un intérieur bourgeois et modeste, baigné d'une lumière d'après-midi.
Édouard Farrell peignait sans génie mais avec une justesse d'observation qui rendait ses sujets immédiatement vivants. La petite fille de 8 ans regardait le peintre avec un sérieux grave et doux qui serrait quelque chose dans la poitrine. Dana examina chaque document sans se presser. Henri la laissa faire sans commenter, ce qui lui valut silencieusement son respect. Puis il posa sur la table une feuille manuscrite couverte de son écriture serrée. Un marchand d'art parisien du nom de Victor Langlois avait, 6 semaines auparavant, proposé discrètement une toile correspondant à la description à un collectionneur suisse. Le collectionneur, homme scrupuleux ou simplement prudent, avait consulté la base de données des œuvres volées. La correspondance était troublante. Il avait contacté un avocat parisien. L'avocat avait contacté Henri. « Vous n'avez pas prévenu la police ?» demanda Dana. « J'ai prévenu mon avocat, qui m'a dit que sans preuve matérielle, sans pouvoir identifier formellement la toile, toute démarche officielle risquait d'alerter Langlois et de faire disparaître le tableau définitivement. » Il plia les mains sur ses genoux. « Il a raison, probablement. » Ce fut à cet instant que la porte s'ouvrit. La femme qui entra avait la cinquantaine dynamique et les yeux clairs de son père, avec une énergie qui occupait immédiatement l'espace. « Claire. » Elle s'arrêta net en voyant Dana, puis regarda son père avec une expression qui n'avait pas besoin de traduction. C'était en 500... Papa. Le mot contenait tout un réquisitoire. Henri fit les présentations avec un calme désarmant. Claire serra la main de Dana avec une politesse tendue, s'assit sur le bord d'une chaise et dit, sans détour, ce qu'elle pensait. Son père avait 79 ans et un cœur capricieux. Ce tableau le consumait depuis 30 ans. Chaque fausse piste l'avait laissé épuisé, démoralisé, un peu diminué. Elle ne doutait pas des bonnes intentions de Dana, mais elle doutait de tout le reste, de ce Langlois, de cette histoire de collectionneur suisse et de l'idée que son père pouvait encore se permettre de nourrir un espoir aussi fragile. Elle parla bien avec une franchise courageuse. Dana l'écouta sans l'interrompre. En rentrant chez elle ce soir-là, Dana fit du thé qu'elle ne but pas et marcha entre sa cuisine et son salon jusqu'à minuit passé. Elle pensa à la petite fille aux yeux sérieux sur la photographie. Elle pensa à Claire qui n'avait pas tort. Elle pensa brièvement à l'email de candidature sans réponse. À 6 heures du matin, elle prit son téléphone et écrivit un message à Henri. « D'accord, mais on fait les choses à ma façon. » Elle envoya le message, posa le téléphone et, pour la première fois, depuis des semaines, s'endormit avant le lever du jour. L'avion avait atterri à Charles de Gaulle un mardi matin sous un ciel bas et nacré, ce ciel d'automne parisien qui n'appartient qu'à lui-même. Dana avait regardé par le hublot les toits gris-bleu défiler sous la descente et pensé, sans raison précise, que la beauté pouvait être une forme d'agression. Elle avait traversé des villes en ruine, des checkpoints poussiéreux, des aéroports militaires où l'on descendait de l'avion en tenue et l'arme vérifiée. Paris n'était rien de tout cela. Paris était propre, ordonné, magnifique, avec une indifférence absolue, et cette indifférence-là la déstabilisait d'une façon qu'elle n'avait pas anticipée. La violence, elle savait la lire. La douceur, c'était plus compliqué. Le taxi la déposa rue des Écoles. L'hôtel était petit, honnête, avec un escalier en colimaçon et une fenêtre donnant sur une cour intérieure où un platane avait décidé de mourir en beauté, ses dernières feuilles jaunes collées au pavé mouillé. Elle posa son sac, s'assit sur le lit une minute, regarda le platane, puis ressortit. Elle avait besoin de marcher avant de penser. Vieille habitude de reconnaissance. La galerie Langlois se trouvait rue de Seine, dans ce tronçon du 6e arrondissement, où les galeries d'art se succèdent comme des arguments dans une démonstration. Dana en fit le tour à pied, 2 fois, avec l'air d'une touriste qui flâne, ce qui n'était pas entièrement faux et n'était pas entièrement vrai. Belle devanture, sobre et coûteuse. Vitrine où reposait une seule toile sur un chevalet de bois clair. Éclairage pensé, le genre d'endroit qui n'a pas besoin d'en faire plus pour signifier ce qu'il signifie. Elle photographia les sorties, les angles de rue, l'immeuble d'en face, des gestes ordinaires qui ne l'étaient pas. Julien Morel l'attendait au café du coin à 17h, comme convenu. Elle le reconnut avant qu'il lève les yeux, la façon dont il était assis, dos légèrement tourné à la porte mais miroir dans le champ de vision, l'expression de quelqu'un qui attend sans en avoir l'air. Ancien flic, avait dit Henri. Ça ne s'effaçait pas plus que le reste. Il avait la cinquantaine sèche, des cheveux gris coupés courts, une veste en velours côtelé et le regard de quelqu'un qui a cessé depuis longtemps d'être surpris par les gens. Il lui serra la main, commanda 2 expressos sans demander et dit en français avec le débit tranquille d'un homme qui n'économise pas ses mots mais ne les gaspille pas non plus.
Henri m'a dit que vous étiez militaire, anciennement. Il m'a dit aussi que vous étiez efficace. Il me connaît depuis 2 semaines. Un sourire bref, presque involontaire. C'est ce que j'ai pensé. Ils se jaugèrent sans hostilité, avec cette économie de gestes propres aux gens qui ont appris que les premières impressions coûtent moins cher quand on leur fait trop confiance. Puis Julien posa sur la table une chemise mince. Victor Langlois, 62 ans. Galériste depuis 30 ans, réputation irréprochable dans les catalogues officiels, membre de 2 comités d'acquisition et d'un jury de prix littéraires, ce détail parut à Dana soit une coquetterie, soit une couverture. Les initiés du marché de l'art connaissaient une autre version. Des œuvres à la provenance floue qui circulaient dans son réseau, des ventes privées sans documentation sérieuse, et le nom de Langlois murmuré en marge de 2 enquêtes européennes sur le recel, sans que rien n'ait jamais abouti à une mise en examen. « Allez, c'est prudent, » dit Julien. « Très. » Ou il a de l'aide. Les 2 ne s'excluent pas. Dana prit la chemise, la parcourut, la rendit. Elle avait ce qu'il lui fallait pour commencer. Elle marcha seule le long de la Seine ce soir-là, après dîner. Le fleuve était noir et silencieux, les bouquinistes fermés pour la nuit, leurs boîtes vertes cadenassées comme de petits coffres sans grande valeur. Notre-Dame se relevait lentement sur son île, échafaudage et promesses mêlées dans le ciel sombre. Il y avait quelque chose d'entêtant dans cette ville qui refusait de rester blessée. Elle pensa à Sarah Kowalski, morte à Kandahar un matin de mars, dans une explosion si rapide qu'il n'y avait pas eu le temps d'avoir peur pour elle. Elles avaient en partagé une tente, des rations et un sens de l'humour que personne d'autre ne comprenait tout à fait. Dana n'avait jamais trouvé les bons mots à écrire à sa famille. Elle ne les avait toujours pas trouvés. Elle pensa aussi à Marcus, à la bague qu'il avait gardée dans sa poche trop longtemps, puis rangée sans cérémonie quand il avait compris que les permissions se raccourcissaient et les silences les entes s'allongeaient. Elle ne lui en voulait pas. Elle ne s'en voulait pas non plus. Presque. Le lot noir du fleuve portait des reflets dans les surflets de réverbères. Dana remonta le col de sa veste, tourna les talons et rentra à l'hôtel d'un pas égal. Elle avait du travail. Ils avaient retravaillé la couverture le lendemain matin, assis face à face dans le café de la rue de Seine, que Julien semblait considérer comme son bureau de terrain. Dana Reeves deviendrait Dana Hartwell, le nom de jeune fille de sa grand-mère. Choix sentimental qui avait aussi l'avantage d'être vérifiable si quelqu'un cherchait sans chercher vraiment. Veuve d'un entrepreneur texan, héritière d'une fortune modeste mais réelle dans l'immobilier, qui avait récemment décidé de convertir une partie de ses actifs en art. Valeur refuge, conseiller fiscal, tout le lexique attendu. Elle s'intéressait aux peintres européens de l'entre-deux-guerres. Ce dernier détail était de Julien, et il était bon. « Vous savez ce que c'est, l'entre-deux-guerres » demanda-t-il avec ce ton mi-professionnel, mi-sceptique qu'il n'avait pas encore tout à fait abandonné avec elle. Dana récita sans effort 3 noms, 2 mouvements, une vente aux enchères célèbre à Drouot en 1931. Elle avait passé 2 nuits à lire. Julien posa sa tasse. D'accord. Ce n'était pas un compliment. C'était une révision de jugement, ce qui valait pieux. Ils entrèrent dans la galerie à 15h, heure creuse choisie avec soin. L'espace était long et haut de plafond, au parquet de chêne ciré qui absorbait les pas, au mur d'un blanc légèrement cassé qui faisait ressortir les toiles sans les écraser. Une lumière zénithale, froide et précise, tombait sur les œuvres avec la neutralité revendiquée d'un jugement objectif. L'air sentait la cire et quelque chose de floral, discret, qui n'était pas un parfum, mais y ressemblait. Une jeune femme s'avança, la trentaine soignée, sourire professionnel, anglais impeccable dès qu'elle entendit Dana. Julien se fit discret, feuilletant un catalogue avec l'air d'un accompagnateur poli. Dana demanda à voir la section consacrée aux peintres français de l'entre-deux-guerres avec l'assurance tranquille de quelqu'un habitué à ce que les portes s'ouvrent. Elles s'ouvrirent. Elle examina les toiles avec une lenteur calculée, posant des questions précises, laissant son regard s'attarder aux bons endroits, marquant de légers silences appréciateurs. Ce qu'elle faisait n'était pas si différent d'une reconnaissance de terrain. Évaluer, cartographier, ne rien laisser paraître de ce qu'on cherche vraiment. Langlois apparut au bout de 21 minutes. Il n'entra pas dans la galerie. Il y fut. La nuance était réelle. Grand, légèrement voûté de cette voûte des hommes de haute taille qui ont appris à se mettre à hauteur des autres. Des cheveux poivre et sel coiffés avec une négligence trop parfaite pour être involontaire. Un costume anthracite sans cravate, une montre ancienne au poignet. Ses yeux alertant d'abord aux toiles, vieux réflexe de galeriste.
puis à Dana, et s'y arrêtèrent avec une attention qui n'était pas de la séduction, mais quelque chose de plus froid et de plus intéressant, de l'évaluation. Il s'approcha, se présenta sans effusion, prit le relais de la jeune femme avec le naturel d'un chef de cuisine qui reprend en main un service important. Sa voix était basse, son français lent et articulé, le français de quelqu'un qui sait que la langue est un instrument et joue dessus avec conscience. Ils parlèrent de la toile devant laquelle Dana s'était arrêtée le plus longtemps, un paysage industriel de 1934, sobre et mélancolique. Langlois écoutait ces remarques, avec une concentration qui flattait sans en avoir l'air. Dana sentait l'intelligence de l'homme comme on sent une variation de pression atmosphérique, pas encore visible, déjà perceptible. À un moment, il posa une question sur la provenance qui était aussi une question sur elle. Elle répondit sans hésiter, avec juste ce qu'il fallait de détails vraisemblables et de vagues aristocratiques. Quelque chose passa dans ses yeux, une réévaluation rapide, presque imperceptible. « Vous avez le regard de quelqu'un qui a été formé, dit-il, pas seulement informé. Toi, mon mari collectionnait. J'ai appris en regardant par-dessus son épaule. Les meilleurs apprennent toujours comme ça. » Ce n'était pas un compliment non plus. C'était une façon de tester si elle savait recevoir ce genre de phrase sans s'y perdre. Elle le reçut avec un sourire bref et détourna son attention vers une autre toile. Il la suivit des yeux une seconde avant de parler à nouveau. Il mentionna en fin de visite, avec la désinvolture précise des informations qu'on distille avec intention, qu'une vente privée était prévue dans 2 semaines. Une sélection restreinte, des pièces qui ne passeraient jamais par une salle publique, pour des collectionneurs qui préféraient sur la discrétion à la visibilité. Il organisait un dîner préalable dans son hôtel particulier, samedi en 8 pour quelques personnes choisies. « Si le cœur vous en dit-il comme si la chose était secondaire. Elle accepta comme si elle l'était. Sur le trottoir, Julien attendait, les mains dans les poches. Il ne dit rien jusqu'au coin de la rue. Puis, il a vérifié vos mains. Je sais. Langlois ne fait pas de dîner par philanthropie. Il s'arrêta, la regarda franchement pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, non. Il y a 2 ans, un journaliste qui enquêtait sur son réseau a eu un accident de voiture sur la A6. Il a survécu. Il n'a plus jamais publié sur le sujet. Dana regarda la galerie de l'autre côté de la rue, la vitrine impeccable, la toile seule sur son chevalet de bois clair. « Ponenzi, samedi en 8, dit-elle. La robe était marine, simple, achetée l'après-midi même dans une boutique du boulevard Saint-Germain par une vendeuse qui avait compris en 30 secondes ce qu'il fallait sans qu'on le lui dise. Dana l'avait enfilée dans sa chambre d'hôtel devant le miroir en pied derrière la porte et était restée 1 seconde immobile, étrangère à sa propre image. Elle avait porté un gilet pare-balles pendant 12 ans. 18 mois de retraite n'avaient pas suffi à lui rendre naturelle la sensation d'entrer quelque part sans protection thoracique. L'ironie était trop évidente pour mériter d'être formulée. Elle la nota mentalement et passa à autre chose. Elle vérifia son téléphone. Julien était positionné à 2 rues, voiture garée, ligne ouverte. Elle prit son sac, descendit l'escalier en colimaçon, sortit dans le froid propre de la nuit parisienne. L'hôtel particulier de Langlois se trouvait rue de Varennes dans ce 7e arrondissement où les pierres elles-mêmes semblent avoir des ancêtres. Une porte cochère haute, un interphone discret, une cour intérieure pavée où 2 voitures de maître attendaient avec la patience des objets qui n'ont jamais connu l'urgence. Un majordome, le mot s'imposait, il n'y en avait pas d'autre, accueillit Dana et prit son manteau avec des gestes d'une précision ecclésiastique. Le salon était oppressant de beauté. Non pas surchargé, chaque chose était à sa place avec une rigueur qui excluait l'accumulation, mais d'une densité culturelle qui pesait sur les épaules comme une exigence tacite. Des boiseries Louis XVI, 2 coraux de petit format encadrés d'or mat, un tapis d'Ispahan dont les rouges avaient la profondeur des choses très anciennes et très patientes. La lumière venait de partout et de nulle part, calculée pour flatter sans aveugler. Les convives étaient 11 en tout. Dana les parcourut en 1 minute. Un collectionneur belge à la voix douce et aux yeux comptables, 2 époux suisses qui parlaient un petit peu et observaient beaucoup, un avocat parisien dont la carte de visite mentale s'écrivait d'elle-même, et une comtesse italienne d'une 60aine d'années, flamboyante, Francesca quelque chose, qui portait des bijoux anciens avec la désinvolture de quelqu'un qui les a toujours eus. Les autres étaient des silhouettes pour l'instant. Dana les laisserait se préciser. Langlois la salua avec la chaleur mesurée d'un hôte qui a appris à calibrer son accueil selon les interlocuteurs. Il lui fit faire le tour du salon avec le naturel d'un guide qui connaît son musée par cœur et sait où s'arrêter pour laisser l'impression travailler.
Le dîner fut servi dans une salle à manger où la table de 12 couverts semblait avoir poussé là naturellement, comme un fait géologique. On parla d'art, de marché, de la dernière vente Sotheby's à Londres. Dana mangea peu et écouta beaucoup. Elle avait appris en mission que les conversations mondaines ont la même structure que les interrogatoires, quelqu'un teste, quelqu'un esquive, quelqu'un finit par dire ce qu'il ne voulait pas dire. Ce fut le collectionneur belge qui, sans le vouloir, dit trop. Il évoqua à mi-voix une livraison attendue de Florence, 3 toiles du début du siècle dont la provenance avait été, le mot qu'il choisit fut simplifié. Personne ne tressaillit. Dana comprit que ce vocabulaire était la norme ici, que la table entière naviguait dans les mêmes eaux troubles avec le même calme professionnel. Le tableau d'Henri n'était pas une anomalie dans le système de Langlois. Il en était une pièce ordinaire. L'attention vint au dessert. Langlois se tourna vers Dana avec ce sourire qui précédait toujours une question et dit, très posément, « Vous étiez à Euston avant Portland, je crois. » Ce n'était pas dans la couverture. Euston n'avait jamais été mentionné. Elle prit une demi-seconde, pas pour chercher quoi dire, mais pour choisir parmi ce qu'elle avait préparé sans savoir qu'elle en aurait besoin. « Scottsdale, dit-elle. Mais j'ai des intérêts à Euston depuis le rachat de la société de mon mari. On confond souvent. » Il la regarda. Elle soutint le regard avec l'expression légèrement amusée de quelqu'un à qui on attribue une identité inexacte et qui a l'habitude. « Bien sûr, dit-il, et passa autre chose. Mais il avait noté. Elle aussi. En fin de soirée, les convives se dispersèrent par petits groupes dans les pièces du rez-de-chaussée. Dana demanda les toilettes, suivit les indications du majordome et prit délibérément le couloir de trop. Il était étroit, tendu d'un tissu sombre, éclairé par 2 appliques basses. Elle s'y engagea d'un pas naturel et s'arrêta. Le tableau était là, accroché entre une gravure hollandaise et une console empire, sans éclairage particulier, sans cartel. 50 cm sur 60, nappe à carreaux rouges, 3 visages dans la lumière d'après-midi de 1937. La petite fille, d'un aux yeux sérieux, regardait Dana depuis un couloir obscur de la rue de Varennes, à 10 000 km et 87 ans de distance. Dana ne s'arrêta pas. Elle continua jusqu'aux toilettes, attendit 30 secondes, ressortit par le même couloir au même pas tranquille. Son cœur battait exactement à son rythme normal. Elle appela Henri le lendemain matin à 7 heures, heure de Portland, 16 heures pour lui, l'heure à laquelle il lisait son journal dans le silence de son appartement reconstitué. Il décrocha à la 2e sonnerie. Dana dit simplement « Il est là. Je l'ai vu. » Le silence qui suivit dura assez longtemps pour qu'elle comprenne qu'il ne cherchait pas ses mots. Il les avait perdus. Puis une respiration, lente, comme quelqu'un qui vient de poser un poids qu'il portait depuis tellement d'années qu'il avait oublié que ses épaules pouvaient naître autrement. « Vous êtes certaine ?» Sa voix était différente, dépouillée de sa politesse habituelle, réduite à quelque chose de plus nu. Certaine, nappe à carreaux rouges. La petite fille se regarde à droite du cadre, exactement comme sur votre photographie. Un son bref, étranglé, qui n'était ni un mot ni un sanglot, mais tenait des deux. Henri Vasseur, ancien antiquaire de la rue du Bac, homme d'une correction implacable, pleurait à Portland dans son fauteuil en lisant dans la voix d'une inconnue que ses parents avaient refait surface à Paris, dans le couloir d'un homme qui ne méritait pas de les posséder. « Mon père s'appelait Gilles, dit-il après un moment. Ma mère Renée. Ils ne sont jamais revenus de Drancy. » Une pause. Ce tableau était la seule preuve que la petite Élise avait existé et qu'il l'aimait quand. Dana ne dit rien. Il n'y avait rien à dire qui n'eût été de trop. Julien l'attendait au café à 9 heures avec une expression qui n'annonçait pas de bonnes nouvelles, ce qui n'était pas entièrement une surprise. Langlois avait mandaté quelqu'un. Pas une agence. Un homme seul, discret, qui travaillait pour lui depuis des années sur ce type de vérification. Il avait remonté la piste de Dana Hartwell jusqu'à une société immobilière texane réelle mais sans lien documenté avec une quelconque veuve, et de là s'était heurté à un vide propre, trop propre pour être naturel. Le rapport avait été rendu 48 heures après le dîner. « Il sait que la couverture est construite, dit Julien. Il ne sait pas encore qui vous êtes vraiment, mais il s'en doute assez pour être prudent. Combien de temps avant qu'il fasse disparaître le tableau ? Si son instinct lui dit que quelqu'un cherche spécifiquement cette toile. » Julien écarta les mains. « 1 semaine, peut-être moins. » Ils travaillèrent de 2 heures d'affilée, tasse vide et voix basse. Le plan qui émergea n'avait rien d'un cambriolage. Dana avait été claire là-dessus dès Portland et ne le répéta pas.
Ce qu'ils construisirent tenait d'une mécanique à deux temps. D'abord une pression légale, discrète mais réelle, via l'avocat parisien d'Henri et les archives de la déclaration de vol de 1994, pour établir une revendication formelle sur la toile avant que Langlois puisse la faire transiter vers un autre pays. Ensuite une ruse, fournir à Langlois une raison de sortir le tableau de sa réserve privée et de l'exposer, même brièvement, dans un contexte où son identification deviendrait publique et irrévocable. Les détails restaient à préciser. Mais l'architecture tenait. Ce fut en milieu d'après-midi que le téléphone sonna avec le préfixe américain de Portland. Claire. Sa voix était maîtrisée avec l'effort visible de quelqu'un qui a décidé de ne pas céder au tremblement. Son père était à l'hôpital depuis la veille au soir. Un malaise cardiaque, sérieux, pas fatal, les médecins parlaient en surveillance et de repos. Il était conscient, lucide, et avait dit une seule chose avec une insistance que les infirmières avaient trouvé touchante et que Claire trouvait épuisante, que Dana devait continuer. « Il a dit ça comment ?» demanda Dana. « Il a dit... » Claire s'interrompit brièvement. « Il a dit que vous étiez la première personne depuis Madeleine à comprendre pourquoi ça comptait. » Dana raccrocha et resta longtemps assise sans bouger dans sa chambre d'hôtel, les mains à plat sur les genoux, les yeux sur le platane de la cour, qui avait maintenant perdu ses dernières feuilles. Le ciel était blanc et sans profondeur, ce ciel de novembre qui n'est pas triste, juste honnête sur ce qu'il est. Elle pouvait arrêter. Rien ne l'engageait légalement, moralement, ni même sentimentalement envers un homme qu'elle connaissait depuis 3 semaines. Claire ne lui en voudrait pas. Claire serait probablement soulagée. Langlois garderait son tableau dans son couloir obscur, la petite Élise continuerait de regarder à droite du cadre dans une maison où personne ne savait son nom, et Dana rentrerait à Portland attendre une réponse à un email de candidature. Elle pensa à ce qu'elle avait ressenti en lisant le dossier d'Henry, en entrant dans la galerie, en arpentant les rues de ce Paris trop beau qui l'avait déstabilisée à l'atterrissage. Une sensation qu'elle n'avait pas su nommer sur le moment et qu'elle savait nommer maintenant sans se mentir. Le sentiment d'avoir quelque part où aller et une raison d'y être. Elle prit son téléphone et appela Julien. « On accélère, dit-elle. Le journaliste s'appelait Marc Aubert. Julien l'avait décrit en 3 mots, rigoureux, discret, enragé, et ces 3 mots s'étaient avérés exacts dans cet ordre précis lors de leur rencontre dans un bar de la rue Oberkampf, un mercredi soir où la pluie transformait les trottoirs en miroirs sombres. Aubert avait la quarantaine fatiguée des gens qui font un travail important que personne ne lit assez. Il écouta Dana sans l'interrompre, examina les copies de documents qu'elle avait préparés avec soin, rien d'illégalement obtenu, rien qui ne pût être justifié, et posa 4 questions précises qui montraient qu'il connaissait déjà une partie du dossier Langlois et attendait depuis un moment que quelqu'un lui apporte ce qu'il manquait. « Je peux publier dans 10 jours, dit-il. Peut-être 7, si la rédaction suit. »« 7, dit Dana, si c'est possible. » Il la regarda avec la curiosité professionnelle d'un homme qui évalue ses sources. « Vous avez un intérêt personnel là-dedans ? Un tableau de famille ?» Il hocha la tête comme si c'était la meilleure raison du monde, ce qui était peut-être le cas. Julien, de son côté, avait passé 2 jours à téléphoner avec la patience méthodique d'un homme qui entretient ses relations, comme d'autres entretiennent leur jardin. Régulièrement, sans éclat, avec des résultats qui se voient sur la durée. Un ancien collègue à la brigade de répression du banditisme avait écouté, posé ses propres questions et demandé 48 heures. Il rappela en 24. Le nom de Langlois figurait en marge d'un dossier ouvert sur un réseau de recel transfrontalier. Rien de suffisant pour agir seul. Suffisant pour agir si quelqu'un leur apportait un élément déclencheur. L'étau se resserrait avec la lenteur inexorable des mécanismes bien construits. Ce fut Langlois qui bougea le premier. Le message arriva sur le téléphone de Dana, celui au nom de Hartwell, ce qui signifiait qu'il avait le numéro depuis le dîner, un jeudi matin, formulé avec une amabilité dont chaque mot était une démonstration de contrôle. Il souhaitait la revoir, brièvement, pour évoquer la vente privée. Un café, le lendemain, rue de Bussy, 14 heures. Dana montra le message à Julien sans commenter. « Il sait quelque chose, dit Julien. Il sait. La question est c'est combien ?» Elle y alla seule, comme il l'avait demandé implicitement en ne mentionnant qu'elle. Julien resta à distance, ligne ouverte dans la poche intérieure de sa veste. Langlois était déjà installé à une table du fond, dos au mur, angle de vision maximal. Dana nota le détail sans sourire et s'assit face à lui avec la même économie de geste. 2 personnes habituées à tenir les pièces qu'elles occupent, en terrain neutre par temps couvert.
Il commanda 2 cafés sans demander, ce qui était une façon de signifier d'emblée qu'il dirigeait la conversation. Elle le laissa croire. Il parla d'abord d'autre chose, de la vente d'une toile flamande du XVIIe, du marché des collectionneurs américains. Sa voix avait ce rythme bas et régulier qu'elle lui connaissait déjà, mais quelque chose en dessous avait changé de texture. Une attention plus nue, moins habillée de mondanité. Puis il posa le téléphone sur la table, écran vers le haut. Une photographie. Dana en tenue militaire, quelques années plus tôt devant une installation indéfinie sous un ciel de poussière. Son vrai nom en légende, son grade, son unité. Dana Reeves, dit-il, lieutenant-commander Navy, retraité depuis 18 mois. Il n'y avait dans sa voix ni triomphe ni hostilité, juste la satisfaction froide d'un homme qui aime que les comptes soient exacts. Je dois admettre que la couverture était bien construite. Elle but une gorgée de café. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Il apprécia la directness, visible dans le léger relâchement de ses épaules. « La même chose que vous, probablement. Que cette situation se règle sans dommage inutile. » Il marqua une pause. « Le tableau que vous cherchez peut vous être remis discrètement dans le cadre d'une restitution privée et documentée. En échange de quoi les informations que vous avez transmises à certaines personnes, journalistes, policiers, ne faites pas cette tête, cessent de circuler. Vous me demandez de faire taire une enquête sur un réseau de recel européen contre une toile de 50 cm sur 60. Je vous demande d'être pragmatique. » Dana reposa sa tasse. Elle pensa une seconde à Henry dans son lit d'hôpital à Portland, aux yeux sérieux de la petite Élise dans le couloir obscur, à Marc Aubert et son article à 7 jours. Elle pensa à ce que valait un silence acheté et à ce que valait une vérité publiée. « Sotasnitz, non, dit-elle. Langlois inclina légèrement la tête, comme quelqu'un qui prend note d'une information sans modifier son expression. « C'est dommage, dit-il. Paris peut être une ville compliquée pour les gens seuls qui ne connaissent pas bien ses habitudes. » Elle se leva, ramassa son sac, boutonna son manteau avec des gestes tranquilles. Elle était à mi-chemin de la rue de Seine quand elle les repéra. 2 hommes, distance constante, pas de communication visible, mais coordination lisible pour qui savait regarder. Elle continua sans modifier son allure d'un demi-pas. Sa main trouva le téléphone dans sa poche. « Julien, dit-elle, j'ai de la compagnie. » Elle descendit à Odéon, remonta à Saint-Michel, changea de ligne avec le naturel pressé d'une habituée et observa dans la vitre noire du tunnel ce que les 2 hommes faisaient de cette information. Ils s'adaptèrent. Bons donc. Elle sortit à Châtelet, traversa le forum à pas vifs, entra dans une pharmacie par une porte et ressortit par l'autre avec 30 secondes d'avance et un angle mort entre eux. Descendit au RER, attendit sur le quai jusqu'à ce que les portes commençant à se fermer, monta, ressortit à la station suivante avant qu'ils aient pu vérifier le bon wagon. Technique ancienne, efficace, sans élégance particulière. L'élégance n'était pas l'objectif. À Nation, elle était seule. Elle prit le temps d'une respiration dans l'air froid du couloir souterrain, puis remonta à la surface et héla un taxi vers Belleville. Son pouls était à 70. Il ne lui était pas venu à l'idée de s'en féliciter. C'était simplement ce qu'il était, ce qu'il avait toujours été dans ce type de situation. Ce pourquoi on l'avait recruté il y a 22 ans dans une salle blanche de Norfolk où un officier lui avait demandé de regarder une série d'images et de décrire ce qu'elle ressentait. Elle avait décrit. Il avait noté. Elle avait compris plus tard que la bonne réponse était « pas grand-chose ». Julien était assis au fond d'un bistrot de la rue de Belleville, qui sentait la sueur humide et le tabac froid d'une époque révolue. Il leva les yeux quand elle entra, évalua sa démarche, se détendit d'un cran. Elle s'assit, commanda un café au comptoir d'un geste et dit sans préambule « Il faut que l'article paraisse demain matin ». Julien posa les 2 mains à plat sur la table. Aubert a dit 7 jours. Langlois sait que l'enquête existe. D'ici 7 jours, le tableau est à Genève ou à Lisbonne. Un silence. Julien sortit son téléphone, hésita une seconde. Non par doute, elle le vit, mais par le réflexe de quelqu'un qui mesure ce qu'un appel à minuit va coûter en capital relationnel. Il appela. Aubert décrocha à la 3e sonnerie avec la voix d'un homme qui ne dormait pas encore ou ne dormait plus. Il écouta. Il dit « Donnez-moi jusqu'à 6 heures du matin » et raccrocha. Dana but son café. Ce qu'elle allait faire ensuite, elle ne l'avait pas encore dit à Julien, sachant qu'il s'y opposerait avec des arguments raisonnables. Elle attendit qu'il range son téléphone, puis le lui dit. Il s'y opposa avec des arguments raisonnables. Elle l'écouta, reconnut leur validité, et dit qu'elle y allait quand même. Pas pour voler, elle fut précise sur ce point. Photographier.
Une toile identifiée, géolocalisée dans une propriété privée, avec horodatage et métadonnées intactes. Un document que ni Langlois ni son avocat ne pourraient contester. La revendication légale d'Henri avait besoin d'une preuve matérielle récente, indiscutable, produite avant que la toile disparaisse. Julien la regarda longuement. « Vous savez qu'il a des gens ?»« Je sais. » Il la regarda encore, puis hocha la tête avec l'expression d'un homme qui a épuisé ses objections et choisit de faire confiance à quelque chose qu'il ne comprend pas entièrement. « Je suis à 2 rues, téléphone ouvert. » La rue de Varennes, à 2 heures du matin, avait la beauté sévère des endroits qui n'ont pas besoin d'être éclairés pour exister. Dana longea le mur de l'hôtel particulier, trouva la porte de service dont elle avait noté la position lors du dîner et attendit 4 minutes dans l'ombre avant que la serrure cède à ce qu'elle avait dans la poche. Pas de la magie, de la mécanique, apprise dans un sous-sol de Virginie par un instructeur qui racontait de mauvaises blagues. Le couloir était celui qu'elle connaissait. Applique basse, tissu sombre, silence épais. Elle alluma la lampe de son téléphone en mode minimal et avança. L'homme apparut au tournant sans bruit, comme quelqu'un qui attendait depuis un moment en sachant que l'attente ferait partie du travail. Grand, large, le visage de quelqu'un à qui on n'explique pas les choses 2 fois. Ils s'arrêtèrent à 2 mètres l'un de l'autre dans le couloir étroit. Ce qui se passa ensuite ne dura pas 30 secondes, et ne ressembla à rien de ce que le cinéma représente. Pas de violence. Dana le regarda avec l'attention particulière qu'elle réservait aux situations où tout dépend de ce que l'autre croit possible. Elle dit, très bas, en français parfaitement calme, « Je repars dans 4 minutes avec des photographies. Pas la toile, des photographies. Dans 5 heures, votre employeur sera au cœur d'un article publié dans la presse nationale. Ce que vous faites maintenant ne change pas ça. Ça change seulement ce qui vous arrive à vous. » L'homme ne bougea pas. Mais quelque chose dans sa posture fit un calcul silencieux. Il s'écarta de 30 centimètres. Pas assez pour être une capitulation, assez pour être un passage. Elle photographia le tableau sous 3 angles. Horodatage activé, géolocalisation confirmée, métadonnées intactes. 4 minutes exactement. Elle ressortit dans la nuit froide et marcha jusqu'à la Seine sans se retourner. Le banc faisait face à Notre-Dame qui se reconstruisait derrière ses palissades bleues, patiemment, pierre après pierre, comme si le temps était une ressource inépuisable. Le ciel à l'est commençait à pâlir d'une lumière encore indécise. Elle appela Portland. Henri décrocha immédiatement. Il ne dormait pas, elle ne s'en étonna pas. « Et j'en sais pareil. C'est fait, dit-elle. L'article parut à 6h17 du matin, heure de Paris. Dana le lut sur son téléphone dans sa chambre d'hôtel, assise en tailleur sur le lit défait, le platane de la cour visible par la fenêtre dans la lumière grise du petit matin. Aubert avait bien travaillé. Sobre, précis, dévastateur avec économie. Le nom de Langlois apparaissait au 4e paragraphe, entouré de faits documentés et de sources vérifiables, dans une phrase dont chaque mot avait été pesé pour résister à un avocat. Le réseau européen était décrit dans ses grandes lignes. Les œuvres citées, les montages financiers esquissés avec suffisamment de clarté pour que le parquet n'ait plus besoin d'imagination. À 8 heures, l'ancien collègue de Julien à la brigade avait un mandat. À midi, Victor Langlois était en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire du 36, quai des Orfèvres, bâtiment qu'il avait sans doute longtemps contemplé depuis la rive opposée, avec la sérénité des gens certains de ne jamais en franchir le seuil autrement qu'en visiteurs. La procédure de saisie du tableau prit 3 semaines. L'avocat parisien d'Henri, homme tenace et méthodique que cette affaire semblait avoir rajeuni de 10 ans, avait constitué un dossier de revendication dont les photographies horodatées de Dana formaient dans la pièce maîtresse. Le juge d'instruction, sensible à la nature particulière de l'œuvre et à l'âge du propriétaire légitime, signa une ordonnance de restitution provisoire dans des délais que l'avocat qualifia lui-même d'inhabituels, avec une satisfaction qu'il prit soin de ne pas laisser paraître entièrement. Dana rentra à Portland par un vol du jeudi matin, avec une valise aussi légère qu'à l'aller et quelque chose de différent dans la façon dont elle occupait son siège. Non pas détendue, elle ne l'était jamais vraiment, mais installée, ce qui n'était pas la même chose. Henri l'accueillit chez lui 10 jours plus tard, le jour où le tableau arriva par coursier spécialisé depuis Paris, emballé dans plusieurs couches de papier de soie et de carton alvéolaire, dans une caisse plate portant le tampon du tribunal. Claire était là. Elle s'était donné le mot sans se consulter, ou peut-être Henri avait-il convoqué les deux sans le dire clairement, ce qui lui ressemblait. Il déballa lui-même, avec des mains que Dana vit trembler légèrement et qu'il ne chercha pas à stabiliser.
Il enleva le papier avec une lenteur qui n'était pas de la cérémonie mais de la préparation, la façon dont on s'approche de quelque chose qu'on a cherché si longtemps qu'on n'est plus tout à fait certain de mériter de le trouver. La nappe à carreaux rouges apparut en premier, puis les trois visages dans la lumière d'après-midi de 1937. Henri posa le tableau à plat sur la table, les deux mains à plat de chaque côté du cadre, et le regarda sans rien dire pendant un long moment. Dana regarda ailleurs. Dame, le guéridon, la pendule de voyage, la gravure de Paris. Certaines choses n'appartiennent qu'à celui qui les vit. Quand il releva la tête, ses yeux étaient crans clairs et secs, mais son visage avait une expression qu'elle ne lui avait pas encore vue. Quelque chose de pacifié, comme une question à laquelle on vient de trouver la réponse après avoir renoncé à la chercher. « Gilles, René et la petite Élise », dit-il simplement. Pour lui peut-être, peut-être pour elle. Claire prit Dana par le bras dans l'entrée en partant, un geste bref et ferme qui n'appelait pas de réponse. Ses yeux étaient rouges d'une façon qu'elle ne cherchait pas à dissimuler, ce qui, Dana le sentit, représentait pour cette femme précise et maîtresse d'elle-même une forme de courage discret. Elles ne dirent pas grand-chose. Il n'y avait pas grand-chose à dire qui n'eût affaibli ce qui n'avait pas besoin de mots. Dana retourna à l'Ironworks le lendemain matin. Même table. Dos au mur face à la salle, angle de vision maximale sur les deux entrées et la rue. Le café sentait le café, cette constance modeste et suffisante. La lumière de novembre entrait en biais par les hautes fenêtres et dessinait, sur le plancher des rectangles, d'un or plus froid qu'en octobre, mais toujours là. Elle commanda son café, s'assit, posa les mains sur la table. Quelque chose avait changé, mais pas dans le décor, dans la façon dont elle y prenait place. Cette paix qu'elle ressentait n'était pas celle de l'absence de bruit, celle qu'elle avait cherchée en vain dans le silence de son appartement à 3 heures du matin. C'était autre chose, plus solide, plus ancrée. La paix de quelqu'un qui a compris où il est utile et ce que ce mot signifie pour lui, vraiment, en dehors des organigrammes et des fiches de poste. Elle ouvrit son ordinateur. L'email de candidature au poste de consultante en sécurité civile avait reçu une réponse polie et négative 3 semaines plus tôt qu'elle avait lue sans surprise ni désappointement particulier. Elle ouvrit une nouvelle fenêtre de rédaction. À julien.morel@. Elle tapa lentement, choisissant chaque mot comme on choisit où poser le pied en terrain incertain et prometteur à la fois. « Julien, j'ai réfléchi à votre proposition. Le marché de l'art recèle visiblement plus de zones d'ombre que je ne le pensais, et Portland commence à me sembler un peu étroit. Si un jour vous avez besoin d'une associée qui sait lire une salle et n'a pas peur des couloirs obscurs, vous savez où me trouver. » Elle relut une fois, les mains immobiles sur le clavier. La clochette de la porte tinta. Quelqu'un entrait, apportant avec lui une bouffée d'air froid et l'odeur de novembre sur les trottoirs mouillés. Dana sourit et appuya sur « Envoyer ».